Et je me suis dit que mine de rien, je jouais au tennis depuis très longtemps, que j'adorais ça, que finalement, si j'avais envie de tenter une carrière professionnelle, c'était maintenant ou jamais. Et Vous écoutez The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. Salut Rémi Boutier, bonjour, c'est Arthur de la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui, Salut Arthur, je suis ravi de pouvoir participer. c'est gentil. Euh, pour ne rien te cacher évidemment, et pour ne rien cacher aux auditeurs, c'est mon frère jumeau Jules-Marie qui nous a présenté et donné l'opportunité de faire cet échange ensemble. Est-ce que je peux te demander, Rémi, de te présenter aux auditeurs? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Rémi Boutillier, j'ai 30 ans. Voilà, je suis joueur de tennis professionnel et entraîneur. Je suis originaire de Briançon dans les Hautes-Alpes. Euh, que vous dire de plus? Je suis allé étudier aux États-Unis après mon bac pendant 4 ans et demi en Californie, dans une université américaine, où voilà, j'ai eu la chance de pouvoir et jouer au tennis et continuer mes études en parallèle. Et suite à l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé de commencer que j'ai arrêté depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Voilà, et puis je continue maintenant à jouer du coup beaucoup les tournois français, comme ton frère Jules-Marie. Donc voilà. Ok. Si tu devais nous résumer, c'est un peu philosophique, mais si tu devais nous résumer ta mission tennistique au quotidien, je sais, il y en a pour qui c'est euh, faire de mon club un super club et donner aux jeunes l'opportunité de s'entraîner dans des bonnes conditions. J'ai eu ça récemment. Toi, si tu Mhm. devais résumer comme ça ta mission de Rémi Boutier et le tennis, c'est quoi? Alors, c'est sûr que mission, c'est un grand mot. Après, non, moi, personnellement, une des choses peut-être qui me tient le plus à cœur, c'est surtout d'essayer de faire en sorte de répandre, on va dire, des bonnes attitudes dans le tennis et un bon état d'esprit. C'est surtout ça, en fait, qui m'a marqué entre le moment où j'ai commencé à jouer en France jusqu'à mes 18 ans et tout le moment que j'ai passé aux États-Unis où j'ai voilà, découvert d'un coup une nouvelle culture et un autre état d'esprit en fait vis-à-vis des sportifs en général et du coup aussi dans le monde du tennis. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais retranscrire en fait en France. Voilà, le fait d'être un peu plus ouvert, un peu plus tolérant, et de faire un peu plus passer le plaisir du tennis avant le classement qu'on entend tout le temps, voilà, les objectifs, d'avoir tout le temps d'avoir tout le temps des jeunes très forts dès le plus jeune âge, de les sortir de la scolarité, etc. J'aimerais bien voilà, qu'il y ait un peu plus qu'on se concentre plus sur le développement des joueurs et le plaisir du jeu. Donc, voilà. Sujet super intéressant. J'hésite à ce qu'on en revienne un tout petit peu après, mais on va rentrer dedans directement. Ce que tu nous dis, Mhm. c'est que tu as fait quelques années où tu as joué aux États-Unis. Où est-ce que tu as joué en particulier? Alors moi, j'étais dans l'université de Fresno State, qui est en fait dans la ville de Fresno en Californie. C'est situé entre San Francisco et Los Angeles, c'est un peu dans la vallée. Et après, par contre, du coup, au travers du championnat américain, j'ai été amené à jouer dans plein de facs, quoi. Ça serait dur de toutes les citer parce qu'il doit y en avoir peut-être pas une centaine quand même, mais je dois peut-être pas être très loin. Mais voilà, des plus connus, ça va être UCLA, Stanford, Berkeley. J'ai eu la chance d'aller 2 fois à Hawaï, voilà, San Diego, en Arizona, en Idaho, à New York. Voilà. Et tu en parlais juste avant, mais tu vois une différence dans la pratique du tennis là-bas et peut-être dans la compétition au travers, je sais de mémoire pour avoir des amis qui sont partis faire les écoles là-bas après le bac, Mm, que mm. la notion de compétition est différente, qu'il y a peut-être plus de, il y a plus de doubles, il y a plus de compétition ensemble.
Et je me Mhm. rappelle même d'une notion rigolote. Je crois qu'un pote m'avait dit que eux, je ne sais pas si c'était ça pour vous, mais à partir du moment où un avait terminé son simple, il était possible que ça fasse terminer les simples de tous ceux d'à côté. Ouais, c'est possible en fait. Alors ça, c'est le format du coup des matchs universitaires qui crée ce dont tu parles, effectivement. Déjà, le fait qu'il y ait beaucoup d'entraînement de double, oui, c'est vrai. Encore une fois, ça c'est lié au format en fait, simplement parce que il se trouve que les doubles ont un rôle, on va dire, très important dans le match universitaire. Donc les coachs, voilà, essaient de faire en sorte que tous les joueurs se développent au maximum en double parce que c'est très important. Et après, effectivement, le fait du simple, en fait, c'est qu'encore une fois, comme c'est au meilleur des. En fait, il y a 3 doubles qui comptent pour 1 point. Donc, l'équipe qui gagne 2 des doubles, enfin 2 des 3 doubles remporte le point. Et ensuite, il y a 6 simples qui suivent. Et donc, effectivement, si par exemple l'équipe qui gagne le point du double gagne les 3 premiers matchs de simple, ça veut dire que les 3 matchs restants peuvent s'arrêter d'un coup parce que finalement, une des équipes est déjà arrivée à 4 et donc, même si l'autre équipe gagne les 3 points restants, ça ne suffira pas. Hmm. Donc, c'est vrai que des fois, il y a ça. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau parce qu'en France, ce n'est pas quelque chose qui existe, quoi. Et après, pour en revenir, oui, à l'approche, en fait, l'approche du tennis aussi, mais enfin, disons que moi, je l'ai vécu au travers du tennis, mais je l'ai ressenti vraiment au travers de tout le sport. C'est l'approche des gens en fait qui sont extérieurs au sport et qui a un impact énorme sur les sportifs justement. Et du coup, c'est vrai que là-bas, le message, on va dire vraiment gros, en gros, qu'on nous répète tout le temps, on va dire, et ce qu'on ressent, c'est que bah, si on croit en nous, tout est possible. Donc voilà, je sais qu'en France, ça c'est une notion qui des fois paraît un peu bébête parce que voilà, quand il y a un jeune qui d'un coup veut afficher un peu trop son ambition, très souvent le public va avoir tendance à dire mais il se prend pour qui celui-là? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il a cru que c'était le nouveau Rafael Nadal ou quoi? Enfin bref, il est dans son petit club là-bas. Enfin voilà, tout de suite un peu à rabaisser, à critiquer. Et c'est ça qu'en fait j'ai envie d'essayer de comment dire de changer si je pouvais changer, mais j'ai pas assez d'influence pour faire ça. Mais en tout cas, j'essaie de le faire autour de moi. Alors que là-bas, vraiment, voilà, si on vient avec un projet, qu'on en parle à des personnes, bah, la plupart des gens vont plutôt être ah, c'est super, c'est un super projet. Alors, bon, ça va pas être facile, hein, ça va être dur, mais si tu travailles dur, bah, tu peux y arriver. Est-ce que moi je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, et l'approche est totalement différente en fait. Donc, en tant que sportif, c'est vrai que ça paraît être pas grand-chose, mais en fait, comme c'est vraiment tous les éléments extérieurs à nous qui ont finalement un impact inconscient sur nous, fait que nous, en tant que sportifs, ben, on se sent en fait pas du tout pareil, quoi. On se sent beaucoup plus valorisé et voilà, et beaucoup plus aidé. Alors que c'est vrai qu'en France, j'ai souvent eu l'impression que dès qu'on veut mettre des choses en place, que ce soit les joueurs ou même des fois ça peut être des entraîneurs, ça peut être des clubs, peu importe. J'ai l'impression que souvent tout devient compliqué et comme s'il y avait des bâtons dans les roues de partout, que c'était difficile parce que voilà, il y a des contraintes qui se créent qui n'existent pas ailleurs en fait. Est-ce que c'est même plus largement que le tennis, peut-être une question de mindset général qui est peut-être liée à d'autres sports et même Ah, d'autres. complètement. Ah, je pense complètement. Et c'est pour ça que je te parlais d'état d'esprit tout à l'heure. Le mindset, le mot est parfait. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que je te dis que moi, je l'ai ressenti en fait au travers du tennis parce que c'était le sport que je pratiquais, mais que je voyais bien que c'était comme ça de manière générale. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture américaine. Et voilà, et qui fait que ben, pour tous les sportifs, ça va être différent, quoi, perçu différemment. Et je fais un parallèle avec les gens qui nous écoutent sur cette émission où, alors moi, j'ai l'habitude d'entraîner des joueurs vraiment des débutants et Mhm. qui ont pour certains très souvent juste envie de bien jouer au tennis, progresser, se faire plaisir et comme n'importe qui, tout simplement être capable de jouer au meilleur niveau qu'ils ont envie d'atteindre. Et trop Mhm. souvent, je suis un peu choqué des barrières psychologiques de se dire ah mais j'y arriverai jamais et en fait tout simplement de s'arrêter à regarder le terrain d'à côté et de se dire bah lui ou elle il joue super bien mais moi je peux pas le faire et je me dis à chaque fois mais en fait si lui ou elle il le fait
il n'y a pas de raison que tu puisses pas le faire aussi. Va t'entraîner, va t'inscrire en tournoi. Je dis souvent, mais tu as fait combien de matchs cette année? Zéro. Bon, bah alors, tu peux pas prétendre une bonne progression si tu pars pas faire des matchs, tu pars pas pleurer à la fin d'un tie-break au troisième, si tu pars pas jouir d'une victoire énorme et enfin, de progresser à chaque étape d'un entraînement, d'un match, d'une défaite. Donc, je vois la philosophie, le mindset dont tu parles et c'est plutôt cool. Non, mais oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, enfin, c'est un apprentissage en fait, c'est un développement qui, voilà, qui est long. Chacun le fait à son rythme. Et je veux dire, voilà, comme tu dis, c'est quelque chose qui se retranscrit de toute manière, je pense, à tous les niveaux et dans plein de sports différents. Et voilà, et c'est vrai qu'en France, on a enfin, qui pour moi, je le ressens comme étant un problème. Voilà, comme tu dis, de se mettre un peu trop des barrières, très souvent psychologiques. Et ça, c'est quelque chose qui pourtant, enfin, je suis sûr et convaincu que c'est quelque chose qu'on peut changer, quoi. Même si bah, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut changer et qui peut apporter beaucoup à beaucoup de sportifs. Je suis OK avec ça. Rémi, j'aimerais bien qu'on reparle de comment tu en es arrivé au tennis. J'imagine que tu n'as pas commencé le tennis, que tu as plutôt commencé le tennis jeune. Est-ce que tu as des parents qui faisaient du sport? Est-ce que tu as eu un déclic jeune en voyant quelqu'un à la télé? Comment ça s'est passé pour toi l'arrivée au tennis? Alors, moi, du coup, étant originaire de Briançon, du coup, c'est plutôt une station de ski là-bas, donc pas trop le tennis à la base, le sport de prédilection. Mais mes deux parents étaient sportifs, mais pas du tout dans le tennis. Ils ont tous les deux fait du basket. Et en fait, j'ai simplement suivi bêtement mon grand frère qui, lui, faisait du ski, du basket et du tennis. Et j'ai fait exactement pareil que lui. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé à jouer au tennis. Et puis après, bah, voilà, de fil en aiguille, j'ai continué à faire les trois sports jusqu'à mes 13 ans, en sachant que je les ai presque tous commencés autour de 3 à 4 ans. Euh, et Quelqu'un puis t'a arrivé à demandé d'en 13 ans, choisir un seul? pardon, j'ai pas compris. Quelqu'un t'a demandé d'en choisir un seul? Ouais, bah alors quelqu'un, oui et non, en fait, ça s'est fait un peu naturellement, c'est-à-dire que voilà, je progressais et je me plaisais vraiment à faire les trois sports. Et il arrive un moment où ben, en fait, les trois sports voulaient vraiment prendre le dessus sur les autres en termes de compétition, en termes d'entraînement, justement pour essayer d'aller encore plus loin. Euh, voilà, et donc on m'a plus ou moins fait comprendre que si j'avais envie de continuer, on va dire, à progresser et continuer à me développer dans un des sports, il fallait de toute manière que j'enlève certains des sports pour pouvoir en faire un autre de manière encore plus importante. Hmm. Donc voilà, donc c'est pour ça et j'ai choisi, du coup j'en suis arrivé à choisir le tennis. Et alors, comment s'est passé les premières années, tes premiers classements? Est-ce que tu as rapidement fait partie, j'imagine, bon, des meilleurs de la région, mais tu te plaçais comment au niveau des meilleurs joueurs français vers 15, 16, 17, 18 ans? Mm. Alors bah, moi j'ai jamais été dans les tout meilleurs français, j'ai jamais été non plus tout le temps à la rue, mais je pense que de manière générale dans toutes les catégories, je devais être entre les 15 et les 30 premiers français à peu près. Au niveau régional, oui, voilà, j'étais pareil, dans les 2 à 5 meilleurs français en fonction des catégories. Ça a varié un petit peu au fil des années. Mais voilà, après, enfin, pour moi, du moins, ce qui était particulier, c'était que, étant basé en fait à Briançon, du coup, il n'y avait pas énormément de structures d'entraînement. Pour tous les déplacements, participer à tous les tournois, c'était pareil. Comme c'était un petit peu enclavé et un peu isolé, bah, à chaque fois de faire les voyages, c'était pas aussi simple que si j'habitais dans une grande ville et qu'il y avait plein de tournois autour, vraiment à aller jouer facilement. Et puis surtout, j'ai fait le choix aussi, moi, ça c'était personnel, mais de ne jamais arrêter ma scolarité, de jamais faire comment dire, des études à domicile, de faire le CNED ou de faire des écoles en horaire aménagé, etc. J'ai tout le temps allé voilà, dans un collège ou un lycée normal. Et en plus de ces horaires-là, j'allais m'entraîner après le soir. Hmm. Donc c'est vrai que peut-être, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse, mais peut-être que par rapport à tout, du coup, tous les autres joueurs qui, eux, peut-être se sont arrêtés un peu plus tôt à l'école ou qui faisaient que la moitié du temps à l'école et l'autre moitié du temps à s'entraîner, ils ont peut-être eu, eux, la possibilité du coup de beaucoup plus s'entraîner que moi et de participer à beaucoup plus de tournois pour progresser. Et voilà, et moi, c'est vrai que
c'était un choix personnel, hein, mais du coup, ça m'a forcément limité, on va dire, dans mon développement dans mes années assez jeunes. Le cursus scolaire te plaisait, tu avais envie d'étudier ou c'était plutôt peut-être par Alors, sécurité? les 2 effectivement. Déjà, par sécurité. Alors après, il y avait aussi évidemment mes parents, hein, qui ont joué un rôle important là-dedans. Parce que quand, j'avais, 13-14 ans, j'étais pas moi le seul, maître de toutes les décisions. Mais en soi, j'étais, complètement d'accord avec eux, même au fil du temps. Je voulais, comme tu dis, voilà, avoir la sécurité d'avoir un bagage scolaire. C'est d'ailleurs pour ça que même après le bac, j'ai décidé malgré tout de continuer en fait mes études, plutôt que de voilà, dès le bac me dire: «Bon, bah, je me lance sur le circuit». Et puis aussi parce que j'aimais. C'est-à-dire que j'adorais aller à l'école, j'adorais avoir, une vie sociale en dehors du tennis. Donc j'avais à chaque fois, des potes, du tennis et des potes, de l'école. Et voilà, et ça, c'est vrai que c'est toujours, j'y ai toujours en fait moi trouvé mon équilibre à voilà, à faire autre chose que le tennis, que ce soit, intellectuellement ou socialement, voilà, d'essayer de m'intéresser à plein de choses. Et en l'occurrence, même au fil de mes études, voilà, j'ai aussi plein de choses qui m'ont intéressé et qui m'intéressent toujours d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à partir aux États-Unis, à quitter ta ville? C'était quoi l'aventure qui te plaisait, qui te séduisait là-bas? Facteurs. Le premier, c'est que c'était un peu une période, là maintenant, ça s'est un petit peu démocratisé. Il y a de plus en plus de personnes, j'ai l'impression, qui partent, notamment de plus en plus de Français qui partent là-bas. À l'époque où moi j'y suis allé, c'est vrai que c'était un peu le début. Il y avait déjà quelques Français qui étaient, mais pas encore beaucoup. Et il se trouve que moi, dans la région où j'étais, je me suis entraîné en fait dans mon département avec quelqu'un, un autre jeune qui lui est parti en fait juste avant moi et pendant 2 ans et qui a adoré là-bas, qui a eu une très très bonne expérience. Et c'est Comment il vrai s'appelle? qu'on cherche, c'est Laurent Garcin Ok. qui était de 89. Et du coup, voilà, donc c'est vrai qu'au travers de lui voilà, qui m'a dit que c'était super là-bas, il y a aussi eu le facteur qu'en France, en fait, pour continuer les études post-bac et en même temps d'arriver à s'entraîner, de manière, assez, intense et sérieuse, et ben en fait, à part, comme je te disais tout à l'heure, à part de faire le CNED ou de faire des cours, on va dire, à domicile, il n'y a pas vraiment de formule qui propose, de faire une scolarité normale à l'université, et en parallèle de proposer une structure, sérieuse en fait, pour le tennis. Ou alors c'est tout le temps des structures privées, très souvent en France, qui coûtent, très cher et que je ne pouvais pas du tout me permettre. Hmm. Donc c'est vrai que cette alternative en fait des États-Unis, bah, ça proposait en fait, voilà, tout ça justement, d'avoir un diplôme, reconnu. Ça permettait aussi, et ça c'est vrai que c'était quelque chose aussi qui m'intéressait, de découvrir en fait, de découvrir quelque chose, de faire une expérience, inédite, d'apprendre la langue. Et voilà, et c'est vrai que, bah, moi ça m'a tout de suite séduit et ça m'a tout de suite, enfin j'ai tout de suite trouvé ça juste quoi pour moi et pour mon parcours. Et alors, le switch, c'est tu fais 3 années là-bas, c'est ça? J'ai fait 4 ans et demi au total. Ouais. Et il y a un moment donné, quand tu es là-bas, tu te dis, OK, je voudrais me lancer sur le circuit ATP. C'est ça le parcours? Alors, ouais, plus ou moins. En fait, donc 4 ans et demi, en fait, c'était simplement le temps d'obtenir, mon diplôme et de valider, toutes mes classes là-bas, enfin toutes mes matières. Et du coup, en fait, le semestre juste avant, enfin, on va dire que même l'année avant la fin, du coup, de mes études là-bas, forcément, j'ai commencé à penser à l'après. Et au tout départ, pour être honnête, j'étais plus parti pour, continuer, en fait, mes études, faire, très certainement, en fait, un MBA. Donc un master, pardon. Et aux États-Unis ou peut-être en France, j'étais pas du tout fermé, ou alors peut-être même, directement commencer à travailler. À cette époque, j'avais d'ailleurs j'avais plusieurs universités en fait qui me proposaient de travailler en tant qu'assistant coach, dans des universités justement. C'est quelque chose qui voilà, qui se fait beaucoup pour les anciens joueurs, après dans la continuité de ceux qui ont envie d'entraîner, de faire ça. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais vraiment plus parti pour ça et d'un coup, comme tu dis, j'ai un peu eu un switch dans le sens où je me suis dit j'allais avoir, j'avais 22 ans, j'allais bientôt en avoir 23 et je me suis dit que mine de rien, je joue au tennis depuis très longtemps, que j'adorais ça
et que finalement, si j'avais envie de tenter une carrière professionnelle, c'était maintenant ou jamais. Et que finalement, si j'avais envie de reprendre mes études plus tard, maintenant que j'avais validé en fait ce diplôme-là, j'aurais toujours eu la possibilité de le faire après. Par contre, dans l'autre sens, ça aurait été compliqué de continuer un master pendant encore 2 ans Mmh. et arriver 25 ans, de dire bon, bah, allez, je commence à jouer. Forcément, c'est un peu plus dur. Et après, Ouais. encore une fois, même, je veux dire, en France, j'avais notamment encore un peu ce message qu'on nous envoie en France indirectement que si on n'est pas fort très jeune, entre guillemets, bah, qu'on n'a aucune chance finalement d'arriver à quelque chose dans le tennis, quoi. Et donc voilà, j'avais toujours ça. Donc je me suis dit, bon, bah, déjà 23 ans, de toute manière, ça fait déjà un peu vieux, on va dire, par rapport aux standards. Mais en même temps, moi personnellement, voilà, je me sentais capable de le faire. Et puis, comme les États-Unis, c'est-à-dire que je me suis dit: «Bon, bah, c'est aussi une expérience de vie». Je me suis laissé la possibilité voilà, je me suis dit: «Si ça me plaît pas, bah, rien ne m'empêche d'arrêter et après reprendre mes études. Ça sera pas un souci». Donc voilà. Et aussi ce qui m'a un peu aidé aussi, c'est que la toute dernière année, enfin de manière générale, j'ai relativement, bien joué là-bas sans vouloir être prétentieux. Et du coup, le fait d'avoir des bons résultats, de voir qu'il y avait beaucoup de joueurs que j'avais battus en fait, là-bas pendant les matchs universitaires, les voir eux évoluer en fait sur le circuit professionnel et suivre leurs résultats. C'est vrai que d'un coup, je me suis dit: «Ah bah, dis donc, il y a cette dizaine, quinzaine, vingtaine de joueurs que j'ai battus». Je regardais leurs résultats et je me disais: «Bah, finalement, ils gagnent quand même pas mal de matchs, ils arrivent à monter assez rapidement au classement». Et voilà, et je me suis dit: «Beh, pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi pas moi?» Donc voilà, c'est un peu ce qui m'a décidé. Et du coup, bah, du jour au lendemain, je me suis dit: «Bon, bah, c'est parti, il faut que je tente». Et donc en fait, j'ai tout de suite commencé à mettre en place, à me réentraîner énormément là-bas. Je suis tout de suite allé voir, comme je te disais, j'ai eu aussi la chance là-bas bah, tout de suite, aller voir certains entraîneurs que j'avais eus en fait pendant mon cursus universitaire, qui étaient plus responsables de moi à ce moment-là, parce qu'en fait, j'avais terminé mon éligibilité au niveau, sportif. Et finalement, dès que je leur ai dit que voilà, que j'avais envie de me lancer sur circuit et que j'aimerais qu'ils m'aident en fait jusqu'à ce que je rentre en France, bah, tous leur réaction ça a été, «C'est super, c'est trop bien que tu prennes cette décision». Et effectivement, ils m'ont tous dit: «Bon, bah, par contre, fais gaffe, hein, ça va pas être simple», mais tous prêts à m'aider. Et en l'occurrence, ils m'ont tous aidé pendant 4 mois, alors que voilà, alors qu'ils avaient mais entre guillemets «aucune raison» de le faire, quoi. Mmh. Donc voilà. Et donc là, c'est parti les premiers tournois ATP et de mémoire, tu montes jusqu'à 230 ATP, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. En fait, j'ai commencé à jouer, enfin, en fait, j'ai commencé à tout organiser pendant mon dernier semestre là-bas. C'est-à-dire que déjà, j'ai failli rester là-bas pour m'entraîner, parce que j'ai quelqu'un en fait qui m'a proposé voilà, un deal, on va dire, pour m'entraîner, une solution pour m'héberger, etc. sur place. Euh, donc voilà, donc j'y ai réfléchi. Finalement, je me suis dit que c'était quand même plus facile de rentrer en France parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de tournois en France. Il Mmh. y en a beaucoup en Europe de manière générale, donc c'est quand même accessible assez facilement et c'est assez proche. Et ensuite, j'allais forcément être confronté aux problèmes financiers voilà, pour arriver à tout payer. Donc du coup, je connaissais beaucoup mieux le système en France, à savoir le système avec les matchs par équipe. Je savais qu'il y avait possibilité de jouer les matchs par équipe à l'étranger et j'ai eu la chance, en fait, pendant que j'étais aux États-Unis, j'avais une de mes amies qui était allemande, qui était dans l'équipe de golf de mon université, qui, elle, en fait, connaissait quelqu'un dans un club parce que bah, l'été, ils allaient voir les matchs, justement les interclubs. Et du coup, comme ça, elle m'a donné l'adresse du manager de cette équipe et j'ai tout de suite pu, en fait, dès la première saison, voilà, intégrer un club allemand aussi, pour du coup me permettre voilà, d'avoir des revenus en plus. Et ensuite, j'ai aussi profité du fait qu'en France, on a la chance d'avoir autant de tournois, soit des CNGT, soit des tournois français, même avec des dotations un petit peu plus faibles, mais qui restent super intéressants et pour faire des matchs et progresser, et pour gagner un petit peu d'argent si jamais on joue bien. Donc Ouais. j'ai tout de suite fait un petit mixte en fait entre voilà, les tournois français, les matchs par équipe et les tournois professionnels. Et en fait, je crois que la toute première année que j'ai joué, de janvier à décembre, je crois qu'au final, j'ai dû jouer peut-être 16 tournois. J'ai dû faire 16 futurs, ce qui n'est pas énorme sur une année. J'ai fini, je crois, l'année 600. Et après, voilà, en fait, j'ai joué pendant, comme tu disais, j'ai joué pendant 2 ans et demi, on va dire, non-stop.
jusqu'à monter en 2 ans et demi, à monter à mon meilleur classement de 235e. Ouais. Ok. Et il y a une période où tu stagnes à peu près à ce classement jusque tu restes à peu près dans ces eaux-là et tu finis par te dire bah, peut-être que les circuits des tournois français me conviendraient plus. Alors, ça s'est pas exactement passé comme ça. J'étais en gros, on va dire, à la fin de ma deuxième année, j'étais autour des 300. J'ai rapidement, dès le début de la troisième année, en fait, bien joué sur les premiers tournois, ce qui m'a permis de monter, voilà, on va dire 260, 270, enfin, ouais, entre 250 et 270. Je suis resté en gros à ce classement-là pendant un petit moment. Je suis ensuite monté donc 235. Et en fait, pendant 6 mois, 6 mois, 7 mois, 7 mois, je suis resté en gros à ce classement et jusqu'à ce que je me blesse en fait. Et je me suis fait une blessure au poignet qui m'a arrêté pendant 7 mois. Et là, du coup, ben, au classement, je suis redescendu, je crois 650 à peu près. Euh, Ensuite, je suis remonté 300, etc. Et après, en fait, pendant 2 ans et demi, j'ai été à chaque fois on, off, à jouer 3 mois, m'arrêter 2 mois, jouer 2 mois, m'arrêter 3 mois, etc. Et en fait, pendant 2 ans et demi, je me suis maintenu autour des 400, 450 en jouant à peu près la moitié de l'année. Et voilà, en fait, à ce moment-là, c'était pas tellement le fait de l'envie qui manquait ou de pas vouloir jouer, c'était plus, voilà, c'est plus les blessures à ce moment-là qui m'ont stoppé. C'est vrai qu'en étant blessé, je le soucie de beaucoup rire, etc. Il y a eu de période à la fin où j'ai pu jouer normalement en fait pendant 6, 7 mois, je crois. J'ai pas eu les résultats vraiment que j'espérais. C'est vrai que d'un coup, voilà, ça m'a un peu mis un coup au moral et j'ai commencé, on va dire, à douter sur ma capacité à aller beaucoup plus loin, quoi. Hmm. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'a décidé d'arrêter. Et après, voilà, je connaissais déjà ce circuit français des CNGT. Voilà, après, c'est vraiment deux objectifs différents. Enfin, voilà, je pense qu'avec Jules, tu es bien placé pour connaître les différences. Mais du coup, voilà, on va dire jusqu'à ce moment-là, j'étais plus vraiment dans l'optique d'essayer de jouer des gros tournois, de jouer les grands chelems, d'avoir un bon classement, d'aller le plus loin que je pouvais. Et, euh, et voilà. Et puis après, je savais très bien qu'il y avait ce circuit, on va dire, parallèle qui existait. Si jamais, soit j'en avais besoin, soit j'en avais envie. Voilà. Et c'est pour ça que, bah, voilà, à un moment, quand j'en ai eu un peu marre, on va dire, du circuit, des voyages, des blessures, etc., etc., voilà, j'ai bien réfléchi et du coup, j'ai pris la décision d'arrêter le circuit professionnel, mais de continuer à jouer le circuit français parce que j'adore quand même le tennis et j'adore jouer, j'adore la compétition, quoi. Donc, voilà. En parlant maintenant un peu plus de compétition, alors je demandais tout à l'heure à Jules, il est censé m'envoyer une petite surprise, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il oublie. Ça me Euh, fait peur de sa part. je lui avais demandé aussi en aparté, c'est quoi les points forts et points faibles de Rémi. Oh Alors, il là m'a là. dit point fort, service et volley, Ouais. et point faible, revers. Mhm. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors oui, bah oui, évidemment, je suis d'accord. Je pense que tous les joueurs, je peux pas mentir, je pense que tous les joueurs le savent maintenant, donc c'est pas possible, j'ai pas de cachette. Non, mais évidemment, ouais. Ouais, ouais, ça va être ça. C'est sûr que je suis plus à l'aise en termes pour les coups, on va dire. Après, tu parlais tout à l'heure de tactique, de mental, etc., qui sont, je pense, aussi des facteurs importants à prendre en compte pour juger justement les points forts et les points faibles des adversaires. Mais pour ce qui est des coups de tennis, effectivement, ouais, c'est sûr que je suis plus à l'aise service, coup droit, au filet et que Et que forcément forcément, côté côté revers, revers, c'est un peu plus faible. du coup, parlons un petit peu de ce revers. Et là, Mhm. vraiment, je me concentre aussi pour aider les gens qui nous écoutent. Et il y en a beaucoup qui ont des revers un peu plus faibles que des coups droits. Euh, Mhm. on est à 4-2 pour ton adversaire. Il sait que tu joues contre Jules, disons. Il sait que tu as un revers un peu plus faible. Et j'imagine qu'il va essayer, c'est pas de varier les coups sur ton revers, de jouer 8 balles sur 10 sur ton revers. Tu le sais, Mhm. tu en es Bien sûr. conscient. Comment tu peux aborder la stratégie, la tactique bah, pour aller gagner ce set et pour aller gagner le match tout en sachant que l'adversaire connaît ton point faible?
C'est une bonne question. Justement, c'est là que, enfin, je pense, du moins, hein, ça n'engage que moi, mais c'est là que je pense que tous les autres facteurs qui sont, on va dire, mental, tactique et physique, rentrent en jeu, pour essayer justement de, on va dire, de faire en sorte que le point faible ressorte le moins possible. Donc, comme tu le dis, sachant que notre point faible, c'est à tel endroit et que du coup, l'adversaire le sait très certainement, bah, le but, c'est d'essayer de faire en sorte de minimiser ce coup. Ça peut être par exemple d'essayer du coup de jouer des balles à des endroits qui vont me permettre moi de décaler coup droit pour du coup me retrouver en contrôle du point avec le coup droit et du coup d'éviter d'avoir à jouer des revers. Ça peut aussi être le fait mentalement d'accepter le fait que ce coup-là est un peu plus faible, mais pour autant, c'est pas un coup sur lequel je me sens incapable, on va dire, d'être régulier, par exemple, etc. Mais c'est vrai que des fois, ça va plus être mentalement de se frustrer, de se dire ah bah il joue que sur mon point faible, il joue que sur mon point faible, et du coup de dire, de tenter, de rater et de dire ah bah mince, mais ouais, mais aussi c'est mon point faible. Alors que finalement, des fois, ça peut être de dire bon bah ok, c'est mon point faible, mais par contre, dans ce point faible, ce sur quoi je peux être fort, ça peut être d'être patient jusqu'à avoir, comme je disais tout à l'heure, peut-être la bonne balle pour, du coup, changer le point. Ça peut être aussi d'essayer, du coup, de trouver la solution malgré tout avec notre point faible, de trouver le point faible de l'adversaire, qui peut, du coup, lui, le mettre dans une situation un peu délicate. Hem, Encore une fois, c'est pas le plus simple, mais d'essayer de faire en sorte de se retrouver, on va dire, sur ses points forts. Donc ça peut être très bien de dire, bon bah OK, je sais qu'il va être patient et jouer 8 fois de suite sur mon revers. Mais bon, moi je sais que j'ai en revers peut-être lifté, je suis un peu moins bon, mais en revers chopé, je suis plutôt bon. Et je sais que je suis bon au filet. Bon bah dans ce cas-là, je vais être patient jusqu'à ce que j'ai la bonne balle pour faire un revers chopé et monter au filet. Et auquel cas, finalement, j'ai un peu retourné le point pour être dans une situation sur laquelle moi je suis sur mes points forts et lui, j'espère, si j'arrive, à le retrouver sur ses points faibles à lui. Voilà. Enfin, ça peut être un. Voilà. Parfait. Donc là, tu remènes 5-4 tout d'un coup, c'est ça. Exactement. Et Parce que j'ai réussi à rester calme. ça en vient un peu tout à l'heure, tu me parlais aussi de bonne attitude que tu voulais partager. Euh, Très souvent aussi de mon côté, je vois quand on débute, on a tendance à très rapidement se frustrer et peut-être des joueurs comme toi qui ont fait des centaines de matchs avec l'expérience, la capacité de savoir que bah, des matchs perdus, il y en aura plein et des matchs gagnés, il y en aura plus et plein aussi. Euh, Quand tu vois des joueurs comme ça qui débutent et qui s'énervent trop vite, euh, je ne parle pas de péter une raquette parce que ça peut arriver à n'importe qui, mais d'être trop vite frustré, de râler et finalement de sortir de son match, quel conseil tu peux donner, certainement mental, ou pourquoi pas autre, à ces joueurs qui se frustrent et qui pètent des câbles trop vite? Ouais, alors bah, comme tu disais, encore une fois, c'est sûr que c'est un secteur qui est vachement important. Et c'est vrai que ça peut être un secteur d'ailleurs qui détermine un très gros point fort chez un joueur. Je pense que de toute manière, quelque chose qui est clair, bon après, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pense que pour beaucoup d'entraîneurs et de joueurs à niveau seront d'accord avec ça, à savoir que de toute manière, de s'énerver contre soi, ça amène rarement quelque chose de bien, enfin quelque chose de positif. Alors c'est pas facile à faire, c'est sûr, mais je veux dire une fois que les joueurs, on va dire, ont pris conscience que de toute manière de s'énerver contre eux, d'être négatif, ça servait strictement à rien et que finalement, peu importe la situation, même s'il se passe le pire scénario possible, même si c'est de l'injustice avec l'arbitre ou que c'est de la chance avec l'adversaire qui fait une lettre à tel moment ou qu'il y a un fourbon ou qu'il y a du vent ou peu importe, finalement, c'est vraiment de la gestion d'émotions. Et le fait de rester calme ne peut que aider. Donc ça pourrait être le premier conseil, c'est de toute manière d'essayer de rester calme. Après, pour des personnes, encore une fois, je pense que c'est pour des débutants, mais ça peut aussi s'appliquer à des personnes qui sont d'un niveau plus élevé, c'est d'avoir des idées très claires. C'est-à-dire qu'en début du match, d'essayer de, comme tu parlais de tactique tout à l'heure, ça peut très bien être de dire bon, bah, je joue tel adversaire,
j'ai à peu près une idée de comment il joue. Donc ma tactique, ça va être de faire ça, ça et ça, et du coup d'essayer de s'y tenir tout le match. Et peu importe finalement que ça marche pas, c'est juste de se dire, bah, je sais que de toute manière, pour avoir le plus de chances de gagner le match, il faut que je fasse ça et que je le fasse bien. Donc bah, mon objectif, c'est de me concentrer à faire ça. Et puis bah, ça marche pas, bah, c'est comme ça. Je vais faire tout ce que je peux pour que ça marche. Mais si bah, ce jour-là, l'adversaire est vraiment trop fort, ou lui, il a une tactique qui est vraiment meilleure que la mienne, ou que, comme je disais tout à l'heure, qu'il a de la chance ce jour-là, ou qu'il y a du vent et que lui, peut-être, gère mieux le vent que moi, ou que la surface sur laquelle on joue lui plaît peut-être plus à lui qu'à moi, etc. Eh ben, tant pis, c'est comme ça. Mais si par contre, j'arrive à vraiment très bien faire les choses simples auxquelles que je m'étais fixé de faire en début de match, et ben voilà, je me mets le plus de chances de gagner le match. Et de manière générale, c'est souvent comme ça que ça peut bien fonctionner. Mmh. Il me reste 3-4 questions, Rémi, qui seront peut-être d'ailleurs un peu plus courtes, Mhm, parce que c'est moins des questions, il y a besoin de raconter des histoires. mhm. Toi, comment tu continues de progresser au quotidien? Alors, ben, comme je te disais tout à l'heure, moi avec le temps en fait, j'ai appris à me connaître tout simplement sur mes points forts, mes points faibles. Et donc, en fait, j'essaie très simplement d'essayer de développer mes points forts au maximum et de minimiser l'effet, on va dire, de mes points faibles, de continuer aussi à les améliorer pour faire en sorte que, voilà, que je devienne de jour en jour un joueur meilleur, que ce soit sur le côté mental, tactique ou technique. Très bien. Si tu devais donner un mot de motivation pour le joueur dont on parle, là, qui pète un câble trop vite, qui se frustre trop vite parce que son adversaire a vu ses points faibles, qui craque trop vite sur le match, tu devais lui donner un mot de coach, de motivation de joueur professionnel. Tu lui dirais quoi? Juste un mot, c'est pas simple, mais Quelques mots. après, non, comme je te dis tout à l'heure, moi, enfin, c'est pour moi, mais je pense vraiment que le fait d'être calme, c'est le calme, mais le calme émotionnel. C'est-à-dire qu'on peut très bien être calme dans la tête émotionnellement et pour autant continuer en fait à s'exprimer dehors. Ça n'empêche pas de s'encourager des fois ou de crier un petit coup si ça nous fait du bien, mais c'est de vraiment de contrôler en fait ses pensées euh, en restant calme, le calme intérieur, quoi. Noté. Et dernière question, si tu devais recommander un joueur, un entraîneur ou quelqu'un qui compte pour toi, quelqu'un qui compte dans le milieu du tennis, si tu devais recommander pour qu'il passe sur cette émission, qui est-ce que tu pourrais choisir? Jules Marie est interdit. Je Jules Marie est interdit, Grégoire Jacques, tiens, Ok, pour avoir des conversations intéressantes avec lui. noté. Bah, merci Rémi. Pas de souci, merci à toi. Ciao, bye bye. Ciao, ciao, salut. Si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est certainement que vous avez apprécié l'épisode. Si oui, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire ci-dessous pour qu'on répète ce genre d'événement. C'était Arthur de The Court, la chaîne s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain.